vélodrome, vrai stade de foot. Ça a été compliqué ce soir-là de voir ça. Tu fais des dingueries. On va franchir la ligne premier à la dernière journée. Là, je vois que des mecs debout. Tu me parles de l'Olympique de Marseille. Nous, on veut le champion de France. Des fois, il y a des opportunités qu'il faut peut-être pas laisser filer. Salut Greg, merci de nous recevoir ici à Marseille pour cet entretien exclusif, une étape clé puisque c'est évidemment le premier épisode de la série Dans l'ombre. Aujourd'hui, tu es coach des 19 ans nationaux de l'Olympique de Marseille. On va prendre le temps de revenir un petit peu sur ton parcours, ton métier et sur ce qui t'a conduit jusqu'ici. Mais avant tout, Greg, comment ça va ? Ça va très bien, merci Gabriel de me proposer ce petit entretien sur mon parcours et content de te retrouver. Pour comprendre ton rôle aujourd'hui, on va bien évidemment revenir là où ton parcours a commencé. Et il commence donc en Normandie, au Fusque Bois-Guillaume, puisque tu arrives dans l'encadrement du club en 2008 en tant que responsable technique. À ce moment-là, le club est dans une situation compliquée, en pleine reconstruction, suite à des rétrogradations successives. Le club est même menacé de disparaître. Dans ce contexte-là, en quoi consiste ton rôle finalement de responsable technique ? Écoute, moi ça faisait quelques années que j'étais déjà au club en tant que joueur et jeune éducateur. Et au moment où il y a eu des difficultés financières, où le club aurait pu finalement, comme tu l'as dit, disparaître, une équipe de dirigeants a réussi à faire en sorte de maintenir le club en R1, enfin DH à l'époque. Et puis voulu s'appuyer sur des personnes club, des jeunes comme moi je pouvais l'être pour jouer et aussi organiser la partie technique sur les jeunes. Donc moi sur le départ c'était vraiment sur la préformation, tout ce qui était de U13, même si à l'époque on disait des Benjamins, mais U13 jusqu'à U15. Ça a été un de mes premiers rôles, puisqu'il y avait un autre éducateur sur l'école de foot et un autre éducateur sur la partie, formation jusqu'au senior. Et ça a commencé comme ça. J'ai pu encadrer, moi j'avais les U15 et je pilotais la préformation. Et ensuite, tout doucement, il y a des steps qui ont été franchis. Donc ça a démarré comme ça, pour moi, à Bois-Guillaume, avec l'encadrement au départ des U13. Tu fais donc 7 ans en tant que responsable technique et puis en 2015, tu prends la tête donc, de l'équipe Fagnon qui évolue à l'époque donc, en DH qui est l'actuel R1. Comment tu parviens à accéder à ce poste d'entraîneur principal ? Écoute, dans la suite où j'ai pu avoir la préformation vers la U15, ensuite j'ai enchaîné de manière presque logique. Après j'ai eu 4 ans les U17. Ensuite j'arrivais, je crois, j'avais 30 ans, j'étais toujours dans l'équipe première en tant que joueur, je pilotais donc toujours la préformation avec l'encadrement des U17 et puis à un moment donné le président que je connaissais bien et qui peut-être voyait mon travail sur les jeunes, voyait aussi mon comportement en tant que joueur, j'étais capitaine de l'équipe et au fur et à mesure dans les discussions, moi j'avais pas cet objectif-là au départ parce que j'avais envie de continuer de jouer, j'avais 30 ans. Et après, quelques jours de réflexion, parce que pour moi, en fait, ce qui était clair, c'était si j'acceptais cette proposition, j'arrêtais de jouer. Je voulais pas être entraîneur de l'équipe première, joueur, et enfin, en gros, tout et rien faire. Je voulais vraiment, si j'acceptais, je me concentrais uniquement sur la partie entraîneur de l'équipe première, et après, une autre casquette sur la partie technique. Mais ça devait engendrer chez moi un choix de dire stop, j'arrête de jouer. Donc à ce moment-là, moi je suis dans l'état d'esprit où je me dis voilà, j'ai 30 ans, c'est plus maintenant que je vais être joueur professionnel, donc je vais me diriger plutôt sur la partie éducateur, entraîneur, puisque je me suis dit peut-être que c'est là aussi où il faut saisir l'opportunité et puis peut-être essayer à ce moment-là de me dire peut-être ça peut être une belle carrière qui va se profiler. Donc forcément tu passes d'un rôle de responsable technique qui est un rôle un petit peu transversal à une responsabilité directe sur un groupe senior en tant que coach avec forcément des attentes sportives. Qu'est-ce que cette période finalement elle t'apprend sur ta première expérience en termes de gestion d'un groupe senior ? Effectivement, c'est ma première expérience sur un groupe senior en tant qu'éducateur, parce que des fois certains éducateurs, quand on est sur les jeunes, les 17, les 15, les 13, parfois on va aller voir l'équipe première, peu importe du niveau de son club, et on croit toujours qu'on peut faire mieux que la personne qui est en place, parce qu'on a des idées, parce qu'on pense que. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est que déjà, il y a une vraie différence entre le foot de jeunes et le foot d'adulte.
puisque là tu gères des garçons qui peuvent avoir 17 ans comme 35 ans. Il y avait même des joueurs qui étaient plus âgés que moi, avec qui j'avais joué auparavant d'un niveau au-dessus. Donc en fait tu as tout un mélange de niveaux, de personnalité, d'âge, d'expérience, qui fait que je pense que là où ça m'a fait vraiment progresser, c'est dans le management, puisque il faut être un peu caméléon, on va dire ça comme ça. Il faut savoir prendre en charge peut-être un U17, U18 qui monte dans le groupe senior et qui découvre le niveau, comme il y avait certains gars avec qui peut-être j'avais joué en CFA, qui étaient revenus un peu pour moi ou qui avaient continué pour être dans le groupe, qui avaient 34, 35 ans, qui avaient joué déjà peut-être en CFA, voire plus haut, qui aujourd'hui jouent en DH, et c'est moi le coach. Après, j'ai appris une autre chose, c'est que encadrer des gars avec qui tu as joué, c'est dur. Parce que tu te dis que c'est sur ces personnes-là que tu vas pouvoir compter. Et finalement, au début de saison, c'est ces personnes-là qui te mettent en difficulté. Parce que j'ai un exemple en tête où le gars, il me fait des comportements auxquels je ne m'attendais pas en pleine séance. Donc j'ai dû après lui dire, écoute, c'est quoi le problème en fait et lui dire, mais attends, moi je compte sur toi, et là tu fais des dingueries devant les autres, devant les jeunes joueurs, devant des recrues, etc. Et moi ça me met en difficulté alors qu'on est à peine début août. Donc il y a eu des clashs, j'ai perdu des amis je pense, ou en tout cas des personnes que je pensais que c'était des personnes proches, parce qu'à un moment donné, ma fonction à ce moment-là, c'était aussi de trancher, de penser au bien du groupe. Et ouais, c'était vitesse accélérée, hein. Mais c'était une belle expérience sur cette première saison, parce que tu es face à des problématiques que tu n'as pas forcément imaginées au départ quand tu dis bah ouais, j'accepte, on y va. Et ça, c'est pas que foot, quoi. C'est pas que le projet de jeu, c'est pas que tes idées de foot. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec ce recul, pour les coachs qui vont démarrer, peu importe en jeune ou adulte, c'est de bien réfléchir à son projet de vie, son cadre, ses règles, comment on va aborder les choses, avant de pouvoir basculer sur comment on va jouer, comment on va vivre ensemble et comment on va travailler ensemble, avant de dire comment on va jouer ensemble. Donc après 10 années passées en club, ton parcours prend un premier virage, puisque en 2018, tu rejoins donc la Ligue de football de Normandie en tant que CTR, donc conseiller technique régional. Pourquoi ce changement de cadre à ce moment-là de ton parcours ? Bah écoute, à ce moment-là, en fait, je quitte mon travail que j'avais en parallèle, donc à l'association Passion Foot. Donc c'était en avril 2018. Entre avril 2018 et juin 2018, je suis en négociation avec le président du club de Bois-Guillaume. J'aurais dû basculer entre guillemets à plein temps, manager du club plus entraîneur de l'équipe première. Sachant qu'à ce moment-là aussi, dans les tuyaux, il y avait parler d'un rapprochement entre Bois-Guillaume-Biorel pour faire une belle structure sur les hauteurs de Rouen, pour être un club, on va dire, intermédiaire entre peut-être les clubs d'à côté et le club qui était à ce moment-là un peu devant, c'était QRM, mais ça aurait pu être le lien entre QRM et Rouen. Finalement, ça se fait pas. Moi, les négociations avec le club, ça a avancé, mais en connaissant le club, je savais que ça pouvait traîner, que le contrat, il pouvait mettre du temps. Et arrive une proposition de la Ligue où on me dit, Greg, il y a un poste qui va s'ouvrir. C'est Gilles Fouache, qui était CTR Seine-Maritime et qui partait dans l'encadrement de l'équipe de France féminine. Et donc, pour ne pas le citer, Bertrand Delas, qui était encore en poste en Normandie, qui a été mon tuteur quand j'ai fait mon diplôme du DES, me convoque, me dit voilà, il y a une opportunité, tu as le profil, tu devrais postuler, ça serait une belle opportunité pour toi. Ma première réponse, c'est non, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis un gars de terrain, je peux pas faire la Ligue. Et finalement, je postule et ça valide. Et donc forcément, ce nouveau rôle t'amène un petit peu à voir le football différemment, avec un peu plus de recul, avec une échelle un petit peu plus large, puisque tu t'occupes et tu interviens sur le secteur de la Seine-Maritime, avec un travail relativement sur la détection des jeunes et la formation des éducateurs. Qu'est-ce que ça implique, toi, au quotidien, de travailler à l'échelle d'un territoire ? Déjà, ça te donne, comme tu viens de le dire, une vision différente de ton activité dans le foot. C'est-à-dire que quand tu es dans un club, tu es dans ton club, tu es dans ton équipe, et finalement, ce qui se passe ailleurs, c'est pas que tu t'en moques, mais tu es omnibulé par ce qui se passe chez toi, par les problématiques que tu as à gérer.
Là, de sortir du club et d'avoir une vision plus large et de penser au club au pluriel, ça te permet de... En gros, j'étais un peu, moi comment j'ai abordé ça, un peu le manager des clubs, sans prétention à dire je vais piloter les 300 et quelques clubs de Seine-Maritime, c'était pas ça, mais c'est d'avoir une vision de comment on va pouvoir aider peut-être certains clubs, certaines petites structures, comment on peut les aider, quel projet on va pouvoir mettre en place avec eux, quel club on doit prioriser dans la formation des éducateurs, quel club on doit peut-être aller aider parce que nous on avait fait une cartographie de la Seine-Maritime avec des lieux où il y avait déjà des clubs qui vivaient bien, mais il y avait des endroits que tu connais en Seine-Maritime qui peut-être méritaient d'aller sur place, d'aller aider, de rencontrer les gens. Et dans la formation des éducateurs, c'était pareil, de là où on pouvait mettre nos formations, nos lieux, c'était jamais anodin en fait. C'était essayer de bien calculer pour qu'on puisse ouvrir ces formations à des gens, pour qu'ils puissent peut-être être proches de leur club, pour pas qu'ils fassent 1 heure de route, etc. Donc essayer de réfléchir à tout ça. Donc ça veut dire que là, t'es plus dans l'entraînement, t'es plus dans faire progresser tes joueurs, ton équipe ou ton club, t'es dans comment on structure un département de foot. Et de réfléchir aussi, alors j'ai essayé avec l'équipe avec qui je travaillais de aussi modifier certaines pratiques ou d'ouvrir de nouvelles pratiques pour arriver à ce que on puisse faire pratiquer le foot à tout le monde sur le territoire. Que tu sois bon, moins bon, petit, grand, peu importe qui t'es, que tu puisses peut-être avoir un club pas loin de chez toi pour pratiquer à ton niveau. Donc en travaillant sur un territoire entier, tu es amené à rencontrer beaucoup de profils, beaucoup de monde. Que ce soit des joueurs, des éducateurs ou même des dirigeants. Et donc en quoi toutes ces rencontres elles ont pu être enrichissantes pour toi, que ce soit sur un plan humain ou même pro? Moi ce que j'aime dire, et je le répète souvent près de moi ou dans certaines interviews comme ici, pour moi le foot c'est le partage, le foot c'est les autres, le foot c'est d'échanger. Aujourd'hui moi si je suis là face à toi, c'est que je me suis inspiré de tout le monde en fait, et pas que ceux qu'on peut voir à la télé. Ça peut être une personne qui s'investit pleinement dans ce qu'on pourrait dire un petit club, mais en fait c'est petit club juste parce que c'est peut-être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de licenciés, mais le rôle il est important comme dans un club peut-être plus prestigieux, et je dirais même encore plus important dans ce genre de club, puisque c'est eux qui tiennent le foot en fait, et c'est ceux qui permettent à des petits d'aller en vélo, s'entraîner et jouer près de chez eux. Et ça, c'est tout autant important qu'aujourd'hui, peut-être le rôle que j'ai en tant que formateur à l'Olympique de Marseille. Donc le partage, les échanges, parce que quand tu rencontres, je sais même pas combien de personnes j'ai pu rencontrer en formation, en détection, dans les visites des clubs, mais chacun, en fait, peu importe son rôle et son expérience, tout le monde m'a apporté un petit peu, et je dirais une certaine humilité de se dire que peu importe où demain je serai, d'avoir gardé ce côté, le foot de base, c'est le foot qu'on aime finalement, tu vois, c'est nos premières émotions, c'est le foot qu'on en était petit, et ça faut garder. Et donc après cette expérience institutionnelle donc, à la Ligue, tu fais ton retour en club et tu découvres pour la première fois le football professionnel à l'été 2022, puisque tu rejoins l'Amiens SC en tant qu'éducateur U16. Comment cette opportunité de rejoindre Amiens elle se présente à toi, et qu'est-ce que ça représente de signer dans un club pro à ce moment-là de ton parcours? Écoute, je fais 4 ans à la Ligue. Dans ces 4 ans-là, il y a la première année, ça se passe bien, je me mets en route. Il y a les 2 ans de Covid, parce qu'il ne faut pas l'oublier cette période-là. Donc en fait, moi je vis le Covid à travers l'institution, pas dans un club. Et après la 4e saison, ça reprend un peu, on va dire, de manière traditionnelle. Et là, le manque de terrain est flagrant pour moi. J'aime ce que je fais, j'aime les formations, j'aime ce que ce poste-là me procure. Mais je me dis, mince, ce que j'ai dit avant de postuler sur ce poste-là, je le ressens vraiment. Et je me dis, là, il va falloir peut-être que je change de voie. Et j'avais la chance d'être dans un groupe de travail à la fédération sur une nouvelle nomenclature du BMF. Et là, je rencontre certains éducateurs avec qui j'avais fait le DES, qui eux faisaient le formateur. Et par le biais d'une discussion, je dis moi écoute, je suis ouvert. Franchement, si demain il y a une opportunité de retrouver le terrain, et pas forcément pro, ça pouvait être club amateur, j'étais prêt à repartir. J'étais prêt à repartir sur le terrain. Et c'est là où je rencontre Antoine Buron,
ancien joueur pro qui avait fini à Dieppe et qui était à l'Amiens SC et qui était donc à la formation de formateur avec qui j'étais proche depuis quelques années et qui à un moment donné m'appelle et me dit Greg, peut-être qu'il y a le poste sur les U16 au centre qui va s'ouvrir, on a besoin d'un DES, je pense que tu as le profil, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Je me rappelle, j'étais en formation d'éducateur à Neuchâtel-en-Bray et avant de repartir sur Rouen, je me dis c'est peut-être une belle opportunité pour moi d'accéder à la MSC et ça se fait comme ça et de rejoindre un club professionnel. Voilà, ça représentait une nouvelle étape pour moi, de voir si je pouvais être au niveau, de me remettre en question, de découvrir une méthodologie de travail, des exigences de jeunes joueurs pour les faire devenir professionnels. Donc c'était aussi moi de me tester et de voir comment ça allait se passer. Et donc forcément, ce changement de contexte s'accompagne de nouvelles exigences, comme tu l'as dit, un environnement différent entre ce que tu as pu connaître auparavant, donc que ce soit à Bois-Guillaume ou même à la Ligue, et ce que tu connais à Amiens. Est-ce qu'il y a des domaines où tu as ressenti vraiment des très grosses différences? Si, en fait, l'exigence, elle augmente forcément, puisque là, face à toi, tu as des joueurs déjà d'un niveau supérieur à ce que tu peux avoir dans une structure amateur, et c'est logique. Tu as des joueurs en face de toi qui aspirent à en faire un métier, donc à être joueurs professionnels. Toi, tu es aussi à plein temps dans ton activité, donc avec une réflexion sur tes séances, sur tes contenus, sur la dynamique collective, d'avoir aussi une réflexion sur la dynamique individuelle du joueur, comment tu peux l'accompagner, quel parcours tu vas mettre en place pour lui pour l'amener au plus haut niveau, même si on sait que tous ne seront pas pros, mais il faut faire en sorte de donner les outils à chacun pour que une grosse partie d'entre eux puisse peut-être en vivre, soit en national, soit en Ligue 2, Ligue 1, ou peut-être demain éducateur aussi, on ne sait jamais, mais en tout cas en tant que joueur. Et là, c'est d'aller dans le détail, d'aller dans le détail de comment on peut améliorer le joueur sur le terrain, mais aussi dans tout ce qui est fait en dehors. Et c'est là où la structure professionnelle, que ce soit à Amiens, là aujourd'hui à Marseille, c'est là où se fait la différence sur le médical, sur les soins, sur la nutrition, sur le suivi du joueur, sur limite on le décortique de haut en bas, et de savoir où est-ce que sont ses qualités musculaires, techniques, tactiques, mentales, psychologiques, et après qu'est-ce qu'on lui propose pour aller le plus loin possible. Donc c'est là où l'exigence ça monte clairement, entre peut-être mon travail à Bois-Guillaume où on était déjà exigeant avec ce qu'on pouvait faire, mais c'était 2-3 séances par semaine. Là c'est tous les jours, il y a de la musculation, il y a les soins, il y a l'aspect mental, psychologique, parce que tu as un psychologue, tu as des nouvelles ressources qui fait que tu peux aller plus loin dans ce que tu proposes dans l'accompagnement. Et malgré ces changements, les résultats arrivent quand même très très vite, et même de manière marquante, je dirais. Tu remportes un premier titre de champion, celui de U16 R1, et puis la saison suivante, un titre de champion de France U17, après une finale remportée face au LOSC. Avec le recul, est-ce que tu t'attendais à vivre de tels résultats Si je te dis oui, ça fait vraiment prétentieux. Non, on s'y attend pas. En fait, la première année, on pouvait s'y attendre parce que tu as quand même une génération qui est plutôt bonne. C'est un championnat régional Hauts-de-France avec de la qualité. Il y a Lens, il y a Valenciennes, il y a Lille, il y avait donc Amiens et des clubs régionaux qui travaillent bien. Donc l'idée c'était de... En fait, à Amiens, ce qui était intéressant, c'était on avait 3 jours la semaine, on appelait ça les jours de développement. Donc là, on met en place des séances pour développer le joueur, un maximum de contenu tactique, différents systèmes, différentes animations, pour que finalement, quand il arrive en pro, peu importe comment le coach y joue, ce qu'il attend, il faut que le joueur se dise « c'est pas nouveau pour moi, entre guillemets, je l'ai déjà vu ». Et après, on avait 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, où là, on apprenait à gagner. Donc on essayait d'être formé pour gagner. Et donc l'idée de ce premier titre, c'était de dire on s'entraîne, et on doit mettre en exécution ce qu'on apprend la semaine pour gagner le week-end. Et après, ça s'est matérialisé par un premier titre, tant mieux, parce qu'il y avait des compétiteurs en face de moi. Moi aussi, j'aime la gagne. Mais c'était pas forcément le projet de dire il faut être champion. Mais ça venait valider finalement ce que tu mets en place, ce que tu travailles, et de manière collective, parce que c'est pas que mon travail, c'était tous les éducateurs du centre de formation. L'année suivante, donc je monte en 17 nationaux avec cette même génération. Il faut savoir que la génération 2006, donc moi j'avais la génération 2007, avait été en finale des playoffs pour la première fois de l'histoire du club. Okay.
Pour la petite histoire, ils ont perdu contre l'Olympique de Marseille au penalty. Certains joueurs que j'avais 2007 ont vécu cette aventure. Parce que moi j'avais les U16, il y avait les 17, ça croisait beaucoup. Et moi, donc les 2007, en début de saison, on fait les entretiens. La plupart me disent, coach, nous on veut être champion de France. Ok. Donc, ok, je pars là-dessus. Je dis, les gars, par contre, champion régional U16, c'est rien par rapport à un titre de champion de France U17. Ouais. Parce que là, champion de France, ça veut dire que tu es la meilleure équipe de France. Donc ça veut dire qu'il y a 84 équipes engagées au départ en 17 ans nationaux, plus toutes les équipes qui jouent dans les championnats régionaux. Donc ça veut dire que potentiellement, tu as une chance sur 84 de pouvoir aller au bout. Je dis ok. Par contre, je dis les gars, pas de problème, mais l'exigence, elle va monter très très haut. Parce que si tu veux être champion de France, il va falloir qu'on se comporte comme des champions de France, mais c'est tous les jours, sur le terrain, en dehors du terrain. Et c'est là où ça les a surpris. Parce qu'au début de saison, moi, je ne sais pas ce que c'est d'être champion de France. J'ai jamais été. Et par contre, je sais un truc, c'est que je me dis, si on veut être champion de France, il faut travailler fort, fort, fort. Donc, on a essayé de penser à beaucoup de choses, sur le terrain, en dehors, sur les aspects mentaux, tout ça. Mais moi, dans mon comportement entre l'année U16 où ils m'ont vu et le début de la préparation estivale en U17, ils n'ont pas trop compris. Ils ont dit, on a changé de coach. Et donc, je les ai vus, parce que j'avais eu certains coups de fil de parents qui me disent, coach, ils ne vous reconnaissent plus. C'est pas que j'étais différent, c'est juste que l'exigence était montée vraiment plus forte. Parce que je leur ai dit, mais les gars, vous me dites champion de France. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci, mais ça va demander de travailler vraiment plus ardemment, plus rigoureusement, aller plus haut. Donc, on laisserait un filet, que ce soit en dehors, sur le terrain. Et en fait, on s'est mis comme ça. Et moi, en fait, j'ai pris cette excuse-là pour les emmener le plus loin possible. Au fond de moi, au départ, j'y crois pas. Je me dis pas qu'on va être champion de France. Je me dis juste, je vais m'appuyer là-dessus pour aller le plus loin possible dans tout ce qu'on propose. Et même moi, vu que j'étais rentré en plus, j'étais en formation du formateur, j'avais eu la chance de rentrer. Donc voilà, plein d'idées, plein de trucs, plein de choses à mettre en place. Et au fur et à mesure de la saison, t'es dans les 2-3 premiers. Avec le PSG, avec Versailles, t'as le Havre pas loin. Et au fur et à mesure de la saison, t'es plus que 3. T'as Versailles qui est un point devant toi, t'as Paris qui est un point derrière toi. Et finalement, on se prend au jeu. Chaque week-end, tu joues les matchs. Comme je te l'ai dit, on apprenait à gagner. Donc on se servait de nous, ce qu'on faisait la semaine. On se servait de dire, waouh les gars, on est dans le bon wagon, dans le bon peloton. Et moi, cette année-là, j'étais parti aussi sur un peu parallèle avec le Tour de France. Donc étape par étape, il y avait des étapes de montagne, tu vois, c'était un peu un délire un peu comme ça. Et au fur et à mesure que les matchs avancent et que tu es toujours dans le peloton de tête, et je crois qu'il reste 4-5 matchs, et tu es toujours à un point de Versailles qui fait une saison incroyable. Nous, on est un point devant Paris. Et les 3 derniers matchs, il te reste 3 matchs, tu es là. Et jusqu'au dernier match, on est à un point derrière Versailles. 1 point devant Paris, ça bouge pas. Et moi j'avais repris, je sais pas c'est un peu vieux, mais c'était le 4x400 je crois féminin. Et la française elle est 4e, elle est décrochée, elle est décrochée et elle est là et en fait elle bombarde et t'as le commentateur qui dit oh là là c'est fini pour les françaises, elle revient et boum, elle passe 3e, elle passe 2e. Et vraiment franchi la ligne première, mais il n'y a quasiment rien. Et j'ai dit, les gars, on va franchir la ligne première à la dernière journée, peut-être à la dernière minute. Je dis, c'est écrit, c'est comme ça. J'essaie de les persuader, de les convaincre. Il faut bien les convaincre, parce que si toi, tu n'y crois pas, ils ne vont pas y croire. Et finalement, on gagne notre dernier match contre Blois, qui eux, malheureusement, descendent 5-0. Et on est en direct, Versailles joue au Havre. Et Versailles perd 4-1 au Havre. Donc on est en direct et ce que j'ai bien aimé chez mes joueurs, c'est qu'on gagne et en fait on finit premier de la poule parce que pour aller en play-off, il fallait finir premier de sa poule ou dans les meilleurs deuxièmes pour aller en quart de finale, demi-finale, finale. Et vu notre parcours et comment ça s'est joué à la fin, et eux sont déterminés dans leur tête à être champions de France. Donc en fait on est content, mais on sait que derrière il reste 3 matchs secs à aller chercher. Donc ça y est, en fait c'est pas fini, ça commence.
Ouais. Et c'est là où j'ai bien aimé le travail qu'on a mené avec eux sur l'aspect psycho, un peu mental. C'est qu'on les a conditionnés, ils se sont conditionnés à se dire c'est qu'une étape. Finalement, nous, c'était presque un 8e de finale, le match d'avant un 16e, et on a joué comme ça. Mais on était, je te dis, ce groupe-là, ils étaient déterminés. Et après, on joue Valenciennes en quart de finale, qui, eux, étaient déjà sûrs d'être premiers depuis pratiquement 2-3 semaines. Bah, on était à fond de balle. Est-ce que tu penses que donc, ce titre de champion de France U17 a été déterminant dans la suite de ton parcours? Je sais pas, franchement, moi il matérialise, j'ai envie de dire, une aventure humaine, un travail, tu vois. J'aurais pu te dire la même chose si on n'avait même pas été au play-off, parce que sincèrement, moi j'ai une image qui me reste de cette génération, c'est au PSG, on va jouer là-bas, je crois que du coup derrière ce match-là, il me restait les 3 derniers matchs dont je te parlais. On va au PSG, on fait vraiment un bon match, on gagne 3-2, il reste 30 secondes, on se fait égaliser sur un penalty, il y a penalty, 3-3. Et dans le même temps, Versailles était en train de faire un nul à l'extérieur. En fait, en gagnant au PSG, on pouvait repasser devant et avoir nos 3 derniers matchs, mettre de notre destin. On se fait égaliser. Moi, je rentre, mes joueurs étaient déjà rentrés au vestiaire, je me dis, je vais trouver un vestiaire abattu, parce qu'eux, ils savaient déjà le résultat de Versailles, puis on était un peu au coude à coude. Là, je vois que des mecs debout. Je vois 2-3 gars, c'était un peu mes relais, ils avaient pris en maturité. Et là, je les entends parler. Les gars, on a fait un gros match, on a fait un bon match, il reste 3 matchs, on va aller chercher les choses. On a fait un gros match au PSG parce que c'était un bon match quand même. C'est deuxième contre troisième et tout ça. Et on les avait battus à l'aller chez nous. Et là, je la regarde. Et tu sais quoi, là, mon rôle de formateur, je me dis, j'ai fait mon job. Je savais pas derrière les 3 matchs, je savais pas l'issue, je savais pas champion de France, tout ça. Mais je me suis dit, voilà où je voulais en arriver avec eux. C'est que les gars, ils sont autonomes, ils ont la mentalité. Et en fait, quand je les entends là, je me dis, franchement, ils vont mériter peut-être d'aller chercher les choses. Ouais, forcément. Donc, ce qui fait que, derrière, quand je les vois comme ça, je me dis, on verra bien, mais ils sont prêts. Ils sont prêts. Et finalement, maintenant, avec du recul, je me dis, je suis pas surpris que, comment ils ont abordé le quart, demi-finale, on était prêts et tout le travail dès la préparation estivale, parce qu'on a mis des choses en place que j'avais jamais mis auparavant, sur d'allier du travail athlétique avec du mental, travailler des choses en lien avec le mental. Enfin bref, j'ai essayé de pas mal de choses. Et on va dire que le titre, il matérialise quelque chose que moi, le staff, le centre, on avait essayé de mettre en place. Ça a valorisé aussi le projet du directeur qui avait mis une certaine méthode depuis pas mal d'années en place. Et après, moi, à titre personnel, est-ce que c'est ça qui fait que derrière ça avance? Je sais pas, je peux pas te dire. Je sais que finalement, ça concrétise quand même quelque chose quand tu gagnes un titre. En tout cas, moi, comment je vois les choses maintenant, et c'est la même chose aujourd'hui à Marseille. C'est, pour moi, quand tu es un vrai compétiteur, c'est ça, c'est aller chercher des titres, d'aller au bout de toi-même. En fait, ça vient matérialiser et finaliser une aventure humaine sur le terrain, en dehors, et un état d'esprit. Donc après, c'est 2 saisons plutôt très réussies du côté de l'Amiens SC. La suite pourrait sembler assez évidente et tu fais un choix un petit peu différent. Ouais. Puisque après Amiens, tu décides de revenir en Normandie, cette fois-ci au FC Rouen, en tant qu'entraîneur adjoint du groupe senior qui évolue en national. Qu'est-ce qui te motive finalement à accepter cette proposition et ce rôle d'adjoint? Écoute, après le titre de champion de France, j'avais pas encore re-signé officiellement à Amiens. C'était en négociation avec le président de l'asso et le directeur. Moi, il me propose de continuer en 17 et de prendre un peu plus la main sur la méthodologie du centre de formation. J'accepte. Parce que j'aurais pu peut-être prendre les 19, mais ça aurait fait une 3e année avec les 2007. Donc, je voyais pas l'intérêt peut-être pour eux comme pour moi, tu vois, une 3e année avec le même coach, moi les mêmes joueurs. Même si je pense qu'on aurait pu, j'avais encore des choses peut-être à leur amener, mais c'était bien qu'ils aient aussi une autre personne, un autre discours. Enfin, un autre discours. Peut-être une autre approche, on va dire, parce que le discours, il était le même au centre de formation. Donc finalement, je pars en vacances comme ça, en signant 2 ans pour prendre les 17. Il y avait une belle génération 2008 qui arrivait au club, que je connaissais et avec laquelle je me voyais peut-être faire aussi de belles choses, tu vois.
Et je prenais aussi une petite partie un peu comme j'avais connu à Bois-Guillaume. Piloter quelques éducateurs, la méthodologie, d'avoir une réflexion sur comment on allait continuer le travail, comment on allait s'entraîner, comment on pouvait améliorer le travail de staff. Enfin voilà, moi j'aime bien aussi ce côté méthodologie d'entraînement. Donc voilà, je pars en vacances comme ça. Et pendant les vacances, une nouvelle fois, quand je te dis le foot, c'est le partage, c'est les autres, c'est comme ça. C'était Antoine Buron pour Amiens, là c'est Mathieu Lacaille, un ami qui est dans le staff au FC Rouen, qui m'appelle pendant mes vacances, je suis tranquille, on va dire, avec la famille. Et là j'ai un appel. Ouais Greg, l'adjoint de Maxime Dornano qui est en place à ce moment-là, Alexandre Rollin, part au Red Star. Parce que Rouen peut mourir, ils savent pas s'ils vont être repris, tout ça. Et ils sont repris, il y a un nouvel investisseur qui vient, mais Alexandre Rollin, lui, fait le choix de partir. En plus, c'est Red Star Ligue 2. Donc là, Maxime Dornano cherche un adjoint. Je pense qu'au départ, comme tout coach, il cherche plutôt quelqu'un qui connaît, en qui il va avoir confiance, qui connaît sa méthodologie, etc. Mathieu commence à me sonder, je lui dis écoute, ça fait plaisir, vraiment, hein, je lui dis écoute, ça fait plaisir, mais voilà, j'ai re-signé à Amiens, entre guillemets, laisse-moi tranquille. Donc ça, c'est fin juin. Je reprends Amiens, début juillet. Je commence à mettre des choses en place avec les éducateurs. Il me rappelle. Il dit il a toujours pas trouvé. Vas-y, j'ai parlé de toi, t'as le profil, etc. Je réfléchis, je me dis peut-être quand même Rouen, ça me fera moins de route parce que moi je faisais la route, hein, j'habitais toujours sur Rouen. Je me dis national, je me dis nouveau rôle, nouveau rythme de vie aussi parce que ça joue vendredi soir. Enfin bref, tout un tas de choses. Il m'explique un peu comment il fonctionne le coach. Il m'a dit viens, rencontre-le. Donc moi je reprends Amiens, je fais ma première semaine de reprise avec le staff et j'allais embarquer une deuxième semaine avec les joueurs. Donc je vais rencontrer le coach. Ils étaient sur un match de prépa, je crois, à la petite Bouvry. Et j'y vais. Je rencontre le coach, on discute, il m'explique un peu comment il fonctionne. Je lui explique moi comment je vois les choses. On parle un petit peu du coup, moi, comment j'avais un peu abordé mon année l'année dernière avec les 17 ans champion de France sur l'aspect aussi psycho-mental, ce que j'aimais bien me développer à travers les séances, etc. Ça s'arrête là. Franchement, on a un échange de 20-25 minutes, vraiment agréable. Je me suis dit, moi, franchement, je me dis, je vais pas signer. Je me dis, j'ai rencontré le coach parce que je l'avais déjà suivi avant avec Saint-Brieuc et c'était quelqu'un que j'aimais comment il travaillait, son jeu, etc. Je me suis dit, si là ça se fait pas, parce que moi je me suis un peu déjà embarqué, j'étais déjà embarqué avec Amiens, peut-être on sait pas le foot en fait. Et donc ça c'était le samedi, il m'appelle le dimanche soir et il me dit, voilà, j'ai bien aimé notre échange, j'aimerais que tu sois mon adjoint. Et le lundi matin, moi je commençais les séances avec les 17 ans d'Amiens. Donc je commence la semaine à Amiens, on négocie un peu avec Rouen, j'ai le directeur général qui m'appelle, il me dit voilà, c'est ça les conditions. Le mardi matin, j'appelle le coach, je lui dis c'est mort, je ne signerai pas, les conditions, et puis voilà, je me suis engagé avec Amiens, enfin bref. Et après, il dit non, attends avant de t'engager, de dire clairement les choses. Donc il me rappelle, donc le mercredi, je crois, on arrive à peut-être un bon compromis. Il me redit un peu comment la semaine elle se passe et tout. Je réfléchis quand même. Et je me dis, des fois, il y a des opportunités qu'il ne faut peut-être pas laisser filer. Comme on disait en amont de l'interview, ma première expérience, je suis resté longtemps quelque part. Peut-être que j'aurais pu évoluer différemment. Et là, je me dis, peut-être des fois, il faut saisir l'opportunité et y aller. J'accepte et je dis maintenant il faut que j'aille voir le directeur du centre parce qu'on reprend et là je vais lui dire que je vais lui demander de quitter le centre et lui dans sa réorganisation ça peut être compliqué. Donc j'y vais le jeudi matin et on a un bel échange, franchement je le remercie, on a un bel échange, il comprend et il me dit non vas-y c'est une belle opportunité pour toi donc j'accepte. Et j'accepte ce nouveau rôle qui est nouveau pour moi au FC Rouen. Parce que du coup, là, tu changes un petit peu de posture, tu n'es plus numéro 1, tu es dans un rôle un petit peu plus complémentaire. Comment, en tant qu'entraîneur adjoint, on arrive à trouver sa place auprès d'un groupe ou même d'un staff qui est nouveau pour toi à ce moment-là ? Écoute, la chance que j'ai eue, c'est qu'à Amiens, quand je te parlais des 3 jours où on développait les joueurs, on mixait les joueurs.
que ce soit 17, 19, même l'équipe réserve avec des fois certains pros. La méthodologie du directeur, c'était aussi de mixer les staffs. C'est-à-dire que moi, je pouvais très bien, à un moment donné, le mardi, m'occuper de plus de joueurs de la réserve avec quelques 19, le lendemain avec le U16 des U17 et le troisième jour avec des 19, des 17 mélangés. Ce qui fait qu'en fait, dans la méthodologie du directeur, des fois j'étais numéro 1 sur la séance et des fois j'étais numéro 2. Donc on avait déjà un travail sur, on va dire, les différentes casquettes, un qui mène, l'autre qui est adjoint. Et moi je me suis dit, j'avais envie de découvrir le national, j'avais envie de découvrir un groupe pro, même si c'est un peu entre deux le national, mais ça tend quand même, les mecs, c'est leur boulot, donc ils sont pros pour moi. Et nous on est pros puisque c'est notre métier à temps plein tous les jours. Et donc de découvrir ce métier-là, ce rôle-là, j'avais pas d'appréhension parce que le coach, ça a matché assez vite, on s'est bien dispatché les missions. Et en plus, je savais que c'était un rôle avec ce coach-là où j'allais avoir des missions, des réelles missions. C'était pas l'adjoint un peu, on pourrait dire, t'es là, tu poses les coupelles et puis après tu regardes. C'était vraiment d'intervenir, d'interagir, de construire les séances avec lui. Lui, il était en formation du BEPF, donc ça veut dire que au départ, potentiellement, il y avait quasiment 8 à 10 semaines où il partait du lundi au jeudi et nous, on jouait le vendredi. Donc ça veut dire que lui, il avait besoin d'un adjoint aussi capable de prendre les séances, de mener un staff et un groupe le temps où il était en formation. Donc ça m'avait intéressé aussi parce que je me suis dit, là, je vais découvrir un nouveau rôle, je vais découvrir quand même aussi sur des semaines où il va pas être là, de comment je vais gérer des joueurs de national. Moi, ce qui me plaisait, comme je te disais, sur la méthodologie, donc là, j'avais un peu la mise en place des séances, la structuration des séances avec lui. Moi, je sortais du formateur, lui, il était au BEPF. C'est quelque chose que moi, j'ai dans ma tête aussi, peut-être à un moment donné, pour y aller. Donc je me suis dit, ça va être génial. Moi, je vais croiser ce que j'ai fait, lui, il va me dire ce qu'il est en train de faire en formation. Moi, j'essaie de voir toujours comment je vais pouvoir m'améliorer et apprendre. Donc moi, j'étais vraiment dans une logique, adjoint national, je vais apprendre. Je vais apprendre à construire des séances, je vais apprendre à son contact parce que lui, il est un tout petit peu plus vieux que moi, mais ça fait longtemps qu'il est sur des seniors en N2, N3, national, parce qu'il a fait Saint-Brieuc, je l'avais déjà suivi et tout. Je me suis dit, je vais apprendre. Et en cours de saison, le staff rouennais connaît un changement un petit peu important, puisque Maxime Dornano est licencié. Il y a l'arrivée de Régis Brouard dans la foulée. Comment toi, en tant qu'adjoint, tu t'adaptes à ce changement d'entraîneur principal? Pour le coup, là, on apprend, hein, parce que on est un vendredi soir 1er novembre à Dijon, on perd 1-0, un peu contre le cours du jeu. On sent que c'est tendu parce qu'on sait que ça fait déjà plusieurs semaines où on n'a pas les résultats escomptés par rapport aux ambitions du président, qui étaient, je pense, à ce moment-là, un peu trop hautes par rapport à la réalité du moment. En fait, on a fait beaucoup trop de nuls et pas suffisamment de victoires parce qu'on perdait pas tant que ça, mais on n'avançait pas. Et là, tu perds à Dijon. Il annonce dans le vestiaire que c'est fini pour le coach. Donc là, t'es là. Déjà, moi, première expérience à ce niveau-là. Première fois, je vais vivre un licenciement malheureusement en direct avec une personne que tu apprécies, qui t'a fait venir, qui t'a donné de la confiance, qui t'a donné des responsabilités. Franchement, ça a été compliqué ce soir-là de voir ça. Sachant que lui, en plus, il partait en stage pour son BEPF aux Servettes de Genève. Donc, il a fait Dijon-Genève en se disant, c'est fini à Rouen. On sort du vestiaire. Moi, je parle avec le coach de Dijon. Il apprend ça, on échange par rapport à ça. Après, on sort. Le président, il prend le staff. Le coach est parti. Il dit, demain, Greg, tu prends le temps de faire l'intermédiaire avec le futur coach qui va arriver. On ne sait pas qui va arriver, on avait entendu des bruits, on savait qu'il y avait des choses qui se jouaient en coulisses, parce que c'est le foot qui est comme ça maintenant à ce niveau-là. Donc vu qu'il nous reprochait entre guillemets les résultats, que ça ne travaillait pas assez, qu'il fallait punir un peu le staff, les joueurs, donc il fallait s'entraîner dès le lendemain matin. Donc je t'avoue que le retour Dijon-Rouen était très long. On fait venir les joueurs le dimanche matin. Donc dimanche matin, je me retrouve avec le staff dans le vestiaire, avec l'ensemble des joueurs et pas de coach. Donc là, moi face à eux, leur dire les gars, pour l'instant on n'a pas trop d'infos. On sait que ça va, je pense, un nouveau coach va arriver dans très peu de temps. Je pensais que le match suivant, je ne sais plus quel match c'était, je crois que c'était... Boulogne-sur-Mer à domicile.
Donc je savais pas si on allait devoir faire la semaine, préparer, ou peut-être avoir un match et tout. Donc voilà, moi j'ai appris en tout cas avec cette expérience-là de vivre au jour le jour, de pas trop se projeter. Et donc le dimanche matin, on fait la séance, et puis le lundi, le dimanche même après-midi, j'ai un appel du coach Brouard, voilà, qui me dit qu'il sera là le lundi en début d'après-midi, et que voilà, ça allait se faire. Et moi, sincèrement, je savais pas si j'allais rester. On savait pas trop si on allait rester. Moi, entre-temps, j'avais vu et échangé avec le président pour savoir un petit peu. Moi, à partir du moment où j'avais signé à Rouen, je savais que je rentrais dans quelque chose où tu connais les règles. Tu sais que s'il se passe ça, peut-être demain on te dit va-t'en. Évidemment. Donc j'ai pas trop de crainte, de peur, d'appréhension. Je me suis dit, tu connais les règles. C'est comme quand demain là tu joues à quelque chose, si tu connais les règles, tu vas pas venir te plaindre après de ah ouais mais. Donc je m'étais dit si je dois sauter, je saute en fait. Le coach il avait trop rien dit. Ils avaient dit les gars, le staff, restez en place, il n'y a pas de problème, continuez, voilà, il avait été top, tu vois, franchement, moi je l'avais appelé le soir, on s'est rappelé après, on était restés, on est toujours en lien, et le président avait dit non, le staff, ça bouge pas, on verra, Régis il arrive, est-ce qu'il y aura un adjoint en plus ou pas, on verra. Et donc Régis est arrivé le lundi, on a échangé, et puis au fur et à mesure, voilà, ça s'est mis en place, et finalement on est resté tout le staff avec lui. Et la saison se finit, tu finis la saison donc avec le staff du FCR, et à l'été 2025, tu arrives donc à l'Olympique de Marseille pour prendre en charge donc les 19 ans nationaux. C'est un changement qui est assez fort. Comment l'opportunité, encore une fois, se présente à toi? Encore une fois, le foot, je répète, c'est le partage, c'est les autres, c'est les rencontres, c'est les opportunités. On est au mois d'avril, franchement c'est flou à Rouen, parce que moi j'avais signé 1 an. J'avais pris aussi un risque en partant d'Amiens où j'avais un contrat de 2 ans, et là je signe 1 an à Rouen, mais c'est le foot qui est comme ça à ce niveau-là. Et je te dis, là j'ai vraiment appris à vivre au jour le jour, et je pense que pour l'instant je reste dans cette logique-là, parce que pour moi le foot de haut niveau il est là aujourd'hui, c'est que tu peux pas trop te projeter, et je pense que c'est même pas bon en fait, il faut se projeter à la journée qui va arriver et au prochain match. Donc on a une bonne discussion avec le coach Brouard. Lui, il avait signé 1 an et demi, donc il avait encore l'année actuelle. Lui, il voulait qu'on prolonge avec lui. Franchement, on a eu un bel échange. Il dit ouais, Greg, j'aimerais que tu restes avec moi. T'as bien compris comment je fonctionnais. Et lui, au fur et à mesure, il m'avait vraiment délégué la séance. Et là, j'avais ma place, C'était bien parce que lui, il avait l'expérience du haut niveau, l'expérience du management, de l'analyse des matchs, de l'adversaire. C'était vraiment enrichissant aussi d'avoir du coup travaillé avec Maxime et travaillé avec Régis, même si Maxime, ça nous a tous embêtés qu'il soit licencié. Mais à titre personnel et dans l'apprentissage, d'avoir 2 coachs différents, différentes expériences, pour moi, à titre personnel, c'était magnifique. Et donc le coach, il me dit « Ah, ce serait bien que tu restes et tout ». J'ai dit « Coach, moi, franchement… là, on attend de voir, est-ce que toi tu restes aussi ?» Parce qu'on savait solliciter, on savait qu'il y avait des négociations, on ne savait pas comment le club, est-ce que le propriétaire est resté, comment ça allait se passer. Et je lui dis, moi, j'aimerais que si tu restes, et que moi, l'ambition que je reste avec toi, c'est est-ce que tu auras la main sur le recrutement pour faire des modifs. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'étais parti pour peut-être rester comme ça. Et après, il y a eu un coup de fil. Et moi, je sais qu'à Marseille, je connais le directeur qui vient d'arriver. Et donc, pareil, j'avais fait une formation avec lui, comme Antoine Buron pour l'Amiens SC. On était dans la même promo et on avait eu des bons liens. Et derrière, il me dit, voilà, toi, t'en es où? Je dis, écoute, moi, je suis en fin de contrat, je suis au jour le jour. J'avais quelques touches, peut-être avec 1 ou 2 clubs, mais voilà, rien de fou. Et j'étais vraiment focus sur les dernières journées. Et puis, j'avais pas trop envie de me prendre la tête. J'avais d'autres problèmes à régler aussi personnels, tu vois. Donc, je me prenais pas trop la tête avec ça. Et il me dit, bah écoute, voilà, moi, les staffs, ils vont peut-être évoluer. J'ai pensé à toi. Et en rigolant, je lui dis, bah attention, là, tu penses à moi, ok, mais là, tu me parles de l'Olympique de Marseille. Ouais, donc, évidemment. si tu me dis ça, moi, ça va quand même être au fond de ma petite tête. Et je vais peut-être aussi commencer à me dire, ouais, ça peut être sympa, quoi. Il me dit, non, voilà.
Voilà, j'ai pensé à toi, ça pourrait être les 19, etc. Donc voilà, ça commence comme ça, et puis il y a eu quelques échanges. Puis après, je suis allé à Marseille fin avril, début mai, je crois. Et puis au fur et à mesure, je me suis, pareil, j'ai posé le pour et le contre, et je me suis dit, voilà, c'est une nouvelle opportunité. Marseille, est-ce que ça se refuse? Les 19, reprendre un poste de numéro 1, dans une nouvelle structure, dans un club prestigieux, avec la qualification Ligue des Champions, Aussi. avec du coup la qualification Youth League pour les jeunes. Je me suis dit, ça fait beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes à vivre, et du coup, voilà, c'est parti. Hein. Et on l'a dit, c'est un changement fort, Marseille. Comment tu vis un petit peu cette transition entre Rouen et Marseille sur le plan même personnel et même professionnel, parce que on déménage quand même de Normandie jusqu'ici, donc c'est un gros changement. Ouais, c'est un choix, c'est un choix de vie, que ce soit personnel et professionnel. Moi, je descends tout seul. Nouvel environnement, nouveau cadre de vie, nouveau club, nouvel environnement, enfin tout, tout nouveau. Tout nouveau, et nouveau staff, nouvelle manière de travailler. Retour dans un centre de formation Aussi. parce que Rouen c'était quand même une équipe pro. Là, je retourne dans un centre de formation. Écoute, c'est beaucoup d'adaptation, mais c'est ce qui fait que tu sors de ta zone de confort. C'est ce qui fait que tu agrandis peut-être ta zone de compétence au fur et à mesure, parce que tu redeviens dans un environnement un peu instable pour toi. Donc c'est ce que j'aime dans mon parcours là sur les dernières années, c'est que en fait finalement au moment où je peux entre guillemets me poser, être bien, je m'en vais. Ouais. Mais je m'en vais pas parce que j'ai envie de partir, c'est que des fois il y a des opportunités qui aujourd'hui je les saisis, j'essaie d'avancer, et je me dis que ce changement, ces opportunités m'amènent à me réinventer, à me remettre en question, à ressortir de ma petite zone de confort que peut-être au bout d'un an ou 2 ans dans un environnement où je me sens bien, où je pourrais aller loin dans ce truc-là, et finalement, boum, il y a une opportunité, et vas-y, on y va. On y va, et là, tu vois, au bout de... Là, ça fait quoi, 6-7 mois, je suis déjà plus le même que quand je suis arrivé, j'ai déjà appris des choses, je me suis adapté au contexte, au cadre, à entraîner des jeunes pros, à essayer d'emmener des jeunes dans le groupe professionnel, etc. Et je pense que toutes les périodes que j'ai pu vivre m'amènent aujourd'hui ici à Marseille, et m'amènent à être peut-être un peu plus prêt à vivre cette aventure-là qu'il y a quelques années, parce que Rouen, ça m'a permis de me dire de vivre au jour le jour, dans un contexte. On aime bien dire là-haut que Rouen, c'est le petit Marseille du coin, parce que il se passe toujours quelque chose tous les jours. Il y a une histoire à Rouen, en fait, dans les journaux, il y a toujours quelque chose qui sort. Et l'année dernière, c'était incroyable, Rouen. C'était chaque jour une histoire. Et donc, d'être un peu déjà sous pression du résultat, des histoires, ça te permet de peut-être appréhender un peu mieux ce contexte aussi marseillais, même si on est moins exposé que les pros, forcément, chez les jeunes. Mais voilà, tu sais que tu es dans un grand club, tu sais que tu es dans un club prestigieux français, qui a une belle renommée en France et ailleurs, qui est suivi, et tu sais que même chez les jeunes, il faut faire le boulot, comme on dit. Il faut que chaque match, tu sois dans le contenu, mais aussi dans la performance, de la haute performance à gagner. Et voilà, aujourd'hui, c'est cette étape-là que j'essaie de franchir aussi à titre personnel. Mais je pense que le parcours d'avant aussi m'amène et m'aide à appréhender ce contexte-là. Je sais pas si c'est de la meilleure des manières, mais en tout cas plus favorablement, quoi. Et pour parler un petit peu de ton groupe, donc de 19 nationaux, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la composition de ce groupe, que ce soit en termes d'effectifs, de staff, est-ce qu'il y a un accompagnement médical et vidéo? J'imagine que oui, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Dans le groupe, j'ai des U18, U19, donc des 2008, 2007. J'ai quelques 2009 qui commencent à arriver aussi. Il y a beaucoup d'internationaux français, avec aussi d'autres pays. Donc il y a de la qualité. Il y a des joueurs qui sont déjà, entre guillemets, jeunes professionnels, même s'ils ne sont pas encore dans le groupe professionnel. Il y en a certains qui vont arriver tout doucement, je pense, puisque le club aussi décide de faire confiance un peu plus aux jeunes, et ça a été vérifié là avec certains qui ont eu du temps de jeu, qui font des apparitions. Donc
c'est bien, ça booste un peu tout le monde. Donc ça veut dire que nous, déjà, sur du U19 à l'Olympique de Marseille, tu es déjà dans presque un fonctionnement de staff pro. Moi, on est 6 à plein temps, dont un kiné. J'ai un entraîneur adjoint en gardien, un entraîneur adjoint à la vidéo, un entraîneur adjoint à la préparation athlétique. Moi, le kiné à plein temps. Pour faire un peu comparatif, même la dernière fois, il n'y avait pas un kiné à plein temps. Là, en 19 à Marseille, j'ai un kiné à plein temps. Il y a un staff médical avec plusieurs médecins, plusieurs kinés. Il y a un staff sur tout ce qui est la partie réathlétisation, la partie musculation. Là, il y a la scolarité, il y a la partie mentale, il y a la partie performance avec la nutrition, avec les préférences motrices. Enfin voilà, il y a tout un staff élargi autour de mon staff qui fait qu'aujourd'hui, si tu fais un comparatif entre Amiens, club de Ligue 2, on va dire un centre de formation avec un petit budget, là tu as un plus gros budget, donc plus de moyens et tu vas beaucoup plus loin dans l'accompagnement, dans l'expertise. Tu fonctionnes comme un staff pro. Donc forcément, tu arrives à Marseille avec un gros bagage tactique derrière toi. Est-ce que tes principes de jeu, ta manière de former certains joueurs, ça a évolué à l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il y avait des règles précises sur des manières de jouer, des principes tactiques? Quand tu arrives au club, est-ce que tu peux mettre ce que tu as envie de mettre en place ou est-ce qu'on t'impose quelque chose? Bah écoute, moi je dirais que j'ai déjà beaucoup progressé quand je suis passé à Amiens. J'ai eu mon cursus un peu amateur en tant que coach et en tant que joueur, on va dire amateur plus jusqu'en N2, N3. Derrière, j'arrive à Amiens avec une méthode où j'ai pu vraiment progresser sur les aspects tactiques, sur même les différentes animations et tout. Rouen aussi, avec les différents coachs et ce qu'on a pu mettre en place. Donc là, j'arrive à Marseille avec des idées de jeu, etc. Là, le concept à Marseille, c'est de s'inspirer de ce qui se fait aussi chez les pros, avec le projet de jeu du coach, de Zerbi, qu'on a pu rencontrer, échanger sur ce qu'il mettait en place, notamment sur les sorties de balles, puisqu'il est quand même réputé aussi pour ce qu'il a déjà fait dans d'autres clubs à l'étranger et aujourd'hui à Marseille sur les 6 mètres, les sorties de balles, comment ressortir avec des vraies stratégies. Donc là, vraiment apprentissage plus sur comment ressortir le ballon avec des vraies animations. Et ce que là, j'ai appris ici, assez simple, pour aller assez vite, c'est selon la pression adverse, tu vas mettre des choses en place. Donc s'ils viennent te presser à un attaquant, 2 attaquants, 3 attaquants, comment on réagit. Et en fait, lui, tout tourne autour de quelle est la pression de l'adversaire. Okay. Et comment, après toi, tu vas agir, qu'est-ce que tu mets en place. Après, il y avait d'autres principes que c'est pas que je maîtrisais, mais que j'avais déjà vu et qu'on avait pu déjà pratiquer au préalable. Ce qui est intéressant aussi cette année, c'est aussi les matchs Youth League, dans la préparation, dans l'observation des adversaires, quand tu joues à Real Madrid, Sporting Lisbonne, l'Ajax Amsterdam. Tu joues différents footballs européens, différents pays, des clubs de différents pays. Donc ils te proposent des choses tactiquement auxquelles toi tu vas devoir répondre aussi avec tes principes. Et là, ouais, en 6 mois, je pense continuer mon évolution d'apprentissage sur les aspects tactiques, parce que là c'est du très haut niveau. On le sait, il y a des jeunes joueurs qui sont amenés à monter avec le groupe professionnel. Comment se fait justement ce lien entre la formation et le staff professionnel? Bah écoute, ça se fait puisque aujourd'hui les dirigeants du club ont vraiment l'envie que la formation avance, évolue et surtout serve le groupe professionnel. Donc en gros, nous il y a les 19 où déjà le groupe U19, on fait partie du groupe U18, U23 on va dire, donc avec moi entre guillemets responsable du groupe U19 et un autre coach référent, on appelle ça la Pro 2, c'est des groupes réserves mais Pro 2. Et pourquoi Pro 2? Parce qu'en gros c'est le sas entre les jeunes du club et l'équipe professionnelle. On va dire que nous on appelle ça un peu le sas. Le sas entre tu joues encore au centre avant d'aller... Donc la Pro 2 c'est vraiment le dernier moment où on te donne les derniers éléments pour être prêt à aller dans le groupe pro du coach de Zerbi. À Marseille, j'imagine qu'il y a des attentes en termes de résultats et de performance, peut-être même parfois de la pression.
Comment est-ce que tu peux gérer cette pression-là dans les moments qui peuvent être compliqués pour toi? En gros, la pression, finalement, tu l'as peu importe où tu es, puisque je pense que tous les éducateurs, tous les coachs, finalement, on se met quand même plus ou moins la pression de bien faire son travail, de tout faire, de tout mettre en œuvre la semaine pour tenter de gagner ton match le week-end, même si après l'adversaire il fait la même chose que toi, il veut gagner son match, il l'a préparé comme toi. Donc après je dirais que on te met pas la pression, finalement tu as l'Olympique de Marseille, donc tu sais ce qui est attendu, on n'a même pas besoin de te le dire. Donc voilà, tu fais ton travail, il faut être exigeant, il faut être le plus rigoureux possible. Il faut aller vraiment chercher encore des éléments les plus pointilleux possibles dans ta semaine, dans ton match, dans ton organisation de ton staff, dans les missions de chacun. En fait, ce que j'aime bien là, c'est que tu es dans... Souvent, moi je travaille avec un prépa mental et souvent on prépare les joueurs à la performance. Et là, ici, pour nous, on travaille sur les préparer à de la haute performance. Donc si tu veux préparer les joueurs à de la haute performance, il faut aussi que toi, coach, ton staff, les gens avec qui tu travailles, toi aussi, tu sois dans cette logique de dire « moi, je dois être dans la haute performance ». Donc, dans tout ce que tu vas proposer, il faut que tout soit pensé et qu'il y ait quasiment… il n'y a pas de place au hasard. Même dans une séance, dans ce qu'on va faire, il y a la thématique, il y a comment on va organiser les différents contenus de la séance, mais il y a aussi l'organisation de ton staff, qui fait quoi, à quel moment, qui interagit, qui anime, qui corrige sur quoi, qui corrige collectivement, qui corrige individuellement, qui s'occupe de la pause eau, combien de temps, ça doit être intensif, paf, toi tu prends le groupe, hop, et en fait il faut que la séance ça soit hyper précise, intense, qu'il y ait le moins de temps de perte d'inattention pour qu'on soit vraiment dans du contenu de haute perf. Pourquoi ? Tout simplement pour que le joueur qu'aujourd'hui j'ai dans mon groupe, déjà s'il bascule en Pro 2, il est déjà entrumé dans cette mécanique-là. Et s'il va chez les pros, il sait. Il ne va pas être surpris il va pas être surpris que la cadence de la séance, ça se fait à ce rythme-là. Il ne va pas être surpris que la pause eau, c'est 1 temps ou 2 temps de minutes et que derrière, il faut se reconnecter. Il ne va pas être surpris des principes de jeu parce que nous, on les a déjà abordés. Je ne dis pas qu'il va les maîtriser, mais au moins, il n'est pas surpris de « Ah ouais, si l'adversaire vient comme ça, on fait ça. Si là, dans cette zone du jeu, on est comme ça, on doit agir comme ça. » Lui donner le maximum d'outils, de repères pour qu'il soit le plus près possible. Après, l'intensité des pros, effectivement, moi, je ne l'aurais peut-être pas en 19. Mais en tout cas, nous, on l'amène à ce qu'il soit le plus près possible, pas surpris. Et que le coach là-haut, quand il a des joueurs Pro 2 ou des U19 qui s'entraînent avec eux, qu'ils se disent que peut-être ils peuvent intégrer à un moment donné. Ton parcours est fait de choix, de responsabilités, mais aussi de rencontres importantes. Et je crois que j'ai quelqu'un qui a souhaité te laisser un petit message. Bonjour mon capitaine, je tenais à te féliciter pour le parcours que tu es en train de réaliser. Et une dernière chose, quand on ne sait pas skier, on reste chez soi. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de Pierre Grandin ? Pierre, c'est avant même un collègue parce que on a travaillé ensemble sur ma période à la Ligue de foot de Normandie où en gros, moi j'avais repris le poste de Gilles Fouache en tant que CTR Seine-Maritime et du coup, dans l'équipe technique que j'avais à disposition, il y avait Pierre, parce que lui il s'occupait on va dire de la partie un peu plus secteur rouennais, il y avait Yvan sur le Havre, il y avait Luc sur le coin diepois, on va dire. Et Pierre, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré auparavant. Bois-Guillaume, je l'avais rencontré déjà, moi, en tant qu'éducateur, quand il faisait les formations et détections. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'ai pu connaître avant mes fonctions et encore plus avec mes fonctions avec lui. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie en tant qu'ami, en tant que collègue. Et avec quelques références cinématographiques qu'on a bien rigolé ensemble là-dessus. Écoute, te dire que c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un de très humain, très gentil, très sincère, qui est adorable et avec qui j'ai
aimé travailler, j'ai aimé fonctionner, j'ai aimé évoluer avec lui. J'espère que lui, sur les 4 années qu'on a pu faire ensemble, on était assez proches puisqu'on était pas loin, nos bureaux étaient l'un à côté de l'autre, on a quand même beaucoup partagé. Et je pense qu'on a passé des bons moments. Lui, je sais qu'il continue son activité. Je sais qu'on s'appelle encore et qu'on se donne beaucoup de nouvelles et qu'il avance. Et je sais qu'il me suit parce que souvent il me fait des petits messages. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai aimé travailler, j'ai aimé échanger, j'ai aimé mettre des choses en place avec lui. J'espère que moi, à ses côtés, j'ai progressé. J'espère que lui, il a progressé également. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que l'idée, en gros, c'est d'arriver à, peu importe le parcours des gens ou les opportunités, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, d'arriver à progresser, s'élever, avancer. Et c'est aujourd'hui, moi, des personnes comme Pierre, comme toutes les personnes que j'ai pu croiser dans les différentes structures, en fait, chacun va t'amener des choses. Et ce qui fait que, moi, en tout cas, j'ai envie de faire mon chemin et d'avancer en partageant avec les autres et puis en prenant de tout le monde, de ce que je peux voir peut-être à la télé, de ce que je peux échanger là avec mes collègues au quotidien, du coach de la Pro 2, du coach de Zerbi quand on voit peut-être des séances, des matchs, de Pierre quand on va échanger sur un autre sujet, des anciens collègues avec qui on partage. Je pense à Clément Le Rebourg, lui qui est dans le futsal en équipe de France. Je pense à plein de personnes, Gilles Fouache qui m'a servi, avec qui j'ai pu beaucoup échanger, Bertrand Delas, mais il y en a 10 000, j'ai envie de te dire, des gens qui m'ont inspiré, des dirigeants, des personnes, dans tout le parcours que j'ai pu avoir. En fait, je pense qu'aujourd'hui, nous, les éducateurs, les coachs, on est des vraies éponges, comme les petits, en fait, comme les enfants qui découvrent la vie, ils prennent de tout le monde. Et moi, j'essaie de garder ça, ce côté, toi, tu m'apportes, tout le monde peut m'apporter. Des fois, des petites phrases, des fois, un truc que tu vois, que tu vas lire. Et j'essaie de prendre de partout, parce qu'en fait, finalement, personne n'a la science infuse et personne n'a la vérité, personne n'a la maîtrise. Mais de prendre de tout le monde et après de faire un peu ta mayonnaise, ta petite recette, avec ta personnalité, ta sensibilité, avec ta manière de voir les choses. Parce que c'est ça aussi qui va te caractériser, c'est que tu vas prendre de tout le monde et après tu vas faire avec ce que t'es. Et je pense que c'est là aussi où il ne faut pas se tromper, c'est que tu peux prendre de tout le monde, mais il faut garder sa personnalité. Il faut garder tes valeurs, il faut garder ce en quoi tu crois et travailler fort, finalement. Et après, travailler fort et avec les autres. Et Pierre fait partie de ces personnes qui, à un moment donné, m'ont aidé, m'ont servi, on va dire, pour avancer. Comme lui, j'espère que j'ai pu lui servir un petit peu. Merci beaucoup, Greg. Merci. Pour cette interview. Merci beaucoup.